Êtes-vous bien assis parce qu'on va partir cet épisode, ce premier épisode de 2025 avec un sujet qui vous a peut-être touché durant la période des fêtes, celui de rester assis à table correctement assez longtemps sur une chaise durant tout un repas. Peut-être vous autres comme adultes, mais probablement des enfants que vous avez côtoyés. Donc, rester assis sur une chaise quand c'est difficile, c'est le sujet que j'aborde aujourd'hui avec ma collègue Véronique. Salut Josiane, bonne Salut! année! Merci! Bonne année, toi aussi. C'est la première fois qu'on se le souhaite parce qu'on fait l'enregistrement, on est encore en 2024. Oui, c'est vrai. OK, on se retrouve après la petite musique d'introduction. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Sur le podcast, on a déjà parlé des enfants qui bougent trop. Maintenant, on va restreindre le sujet sur ceux qui bougent trop sur leur chaise durant un repas. On pourrait peut-être commencer par faire des hypothèses, puis ensuite, on reviendra avec des idées, des stratégies, de choses qu'on pourrait essayer pour amenuiser le défi. Qu'en penses-tu? Oui, et puis Josiane, si tu permets, on pourra peut-être aussi parler des enfants qui quittent la table un peu trop vite après avoir mangé. Oui, bon point. Mhm. Allons-y avec des hypothèses pour avoir de la difficulté à rester assis. La plus évidente serait tout ce qui est physique, hein, tout ce qui est postural. Mhm. Oui, ben en fait, si l'enfant il a pas un bon contrôle de sa posture, que ce soit à cause de réflexes primitifs qui sont pas bien intégrés ou encore à cause de une faible endurance de ses muscles, de sa posture, surtout si la hauteur de la table ou de la chaise est pas bien ajustée, ben ça va faire en sorte qu'il va bouger beaucoup. Mais tu as raison, parce que rester assis, c'est une tâche très, très importante pour le système nerveux. Il va mettre beaucoup d'efforts là-dessus. Et lorsque c'est difficile parce que justement, je manque de tonus, je manque d'endurance dans les muscles de mon tronc, ben, si en plus je suis mal installée, ben, on vient multiplier la difficulté. C'est quoi un enfant qui est mal installé? Ben, d'abord, c'est un enfant qui n'a pas ses pieds appuyés sur quelque chose. Donc, que ce soit par terre ou sur, selon son type de chaise, par exemple, il y a des chaises adaptées où il y a un petit rebord pour les pieds ou un tabouret, tout ça. Donc, avoir les pieds appuyés sur quelque chose, avoir une installation, dans le fond, qui permet le fameux 90 degrés aux chevilles, aux genoux et aux hanches. Les coudes devraient être capables de bouger, donc faut pas qu'ils soient, très en dessous de la hauteur de la table parce que là, l'enfant, c'est ça, il est pas à l'aise et ça, c'est peut-être plus lorsqu'il est en visite ou au restaurant, mais si le siège est trop profond et tout ça et que son dos ne peut pas être appuyé, ça peut aussi rendre la posture un peu plus difficile à maintenir. Mhm. Puis même si la table est à la bonne hauteur, si l'enfant est toujours affalé sur la table, ben ça t'indique que son contrôle postural est peut-être en cause. Oui, exactement, exactement. Puis une question intéressante à se poser lorsqu'il s'agit de posture, toute la portion physique, c'est est-ce que c'est juste à la table ou est-ce que, c'est dans toutes les situations assises? Parce que si c'est dans tous les contextes où l'enfant est assis, qu'il gigote, tend à se lever, il a pas l'air bien, bien, à ce moment-là, on peut vraiment penser à cette hypothèse-là, d'abord. Puis ça dépend aussi du moment de la journée parce que le contrôle postural, je veux dire, plus la journée avance, plus des fois c'est difficile à le Mmh. maintenir. Bon point. Mhm. Donc est-ce aussi difficile le matin, Mhm. au déjeuner? Ou au service, de garde, ou à la garderie selon, ce que l'école ou l'éducatrice nous dit? Ou est-ce que c'est seulement le soir, au repas? Mhm. Puis
tantôt, on a mentionné les réflexes primitifs. Ben, on n'abordera pas le sujet, mais on a un autre podcast qui parle Mmh. de ce sujet-là, si vous voulez en savoir plus. Hein? Oui, ben, ça fait plus qu'1 an, hein, qu'on fait le podcast, puis c'est un sujet qu'on mentionne un petit peu par petit peu dans plusieurs des épisodes parce que justement, ça joue un rôle dans l'ensemble du développement, Oui. de la posture Mhm. et lorsque les réflexes, justement, n'ont pas complété leur travail ou persistent, Mhm. justement, ça vient interférer avec, tout ce développement-là postural. Mhm. Il y en a-tu d'autres hypothèses, Josiane? Ben oui. Une autre hypothèse quand même assez évidente, c'est Mhm. est-ce que l'enfant a faim? Est-ce qu'il y a assez d'intérêt pour être à la table, mais d'un point de vue plus, interoception? Parce Mm. que disons que c'est un enfant qui revient de l'endroit où il revient, puis qui prend une grosse collation sucrée, puis quand il arrive au moment du repas, ben il y a pas cette motivation-là d'être au repas, puis de déguster sa nourriture parce qu'il a pas tellement faim. Mhm. Ça pourrait être une raison. Ça pourrait. Peut-être aussi qu'il n'est pas confortable avec la nourriture. Oui. Mhm. Donc, le menu qu'on lui sert lui convient moins. Donc, ça cause, un certain désintérêt, goût de s'en aller ou même, anxiété s'il sent qu'il y a de la pression peut-être pour manger puis tout ça. Mais peut-être on pourrait, aller un petit peu plus loin sur le sujet de l'anxiété. Lorsque je deviens anxieuse, il y a toutes sortes de réactions qui se passent dans mon corps, Mhm. et une d'elles, c'est que ça augmente les tensions musculaires parce que faut, je me prépare, soit à À fuir. attaquer, m'enfuir ou figer solidement justement. Donc Ouais. si je suis anxieuse, ben j'ai le goût de relâcher, ces tensions-là ou de fuir tout simplement. Mais ça, c'est ce qu'on observe quand on est anxieux, mais les causes d'anxiété, là, à table, c'est pas juste relié à peut-être que la nourriture qui est devant toi, ça peut être aussi une question d'habileté sociale ou conversationnelle, par exemple. Hein, Josiane? Selon les familles, selon les contextes, ça peut le nombre de personnes présentes, la période du repas peut impliquer beaucoup de conversations. Mhm. Impliquant l'enfant ou non. Et dans les 2 cas, ça peut être difficile parce que si l'enfant est impliqué, mais que pour lui, converser, c'est difficile ou Produire une réponse. produire une réponse ou qu'on lui pose beaucoup de questions ouvertes, Mhm. raconte ta journée, tout ça, si ça cause un certain stress ou juste beaucoup d'efforts Mm. pour converser, ça peut être une raison qu'il bouge plus, parce que ça cause du stress, mais aussi parce qu'il y a ce besoin-là d'échapper à cette situation-là. Mhm. Puis quand c'est les autres qui conversent et que moi, je suis pas impliquée, ben là, ça va vraiment dépendre de la qualité du sujet. Si c'est un sujet qui me concerne pas, que je comprends pas comme enfant, on Mm. parle de politique, on parle de météo ou du travail, ben c'est ennuyant. Mhm. Ben, je ferais peut-être un petit aparté sur, en fait, il y a des enfants qui vont être impliqués dans la conversation, mais ils vont quand même bouger. Ceux-là, on les rentrerait peut-être dans le type de: «J'ai besoin de bouger pour activer ma pensée ou mon langage», parce qu'il y en a que c'est comme ça. Oui, mais c'est un bon point et en fait, toutes les hypothèses qu'on donne, ne sont pas mutuellement exclusives. Mhm. Plusieurs se rencontrent à quelque part, puis, évidemment, là, on réfléchit à des hypothèses, mais Mhm. si c'est une difficulté qui est très présente et que vous êtes un parent et que ça vous inquiète, c'est sûr que l'évaluation avec l'ergothérapeute pourrait aider à préciser tout ça. Mais là, on active nos pensées sur le sujet. Bouger pour grandir, ben, plus l'enfant est jeune, plus il a besoin de bouger. Mhm. En bas de 5 ans, particulièrement beaucoup. Ensuite, au moins 1 heure de jeu actif par jour qui est recommandé par Santé Canada, Santé Europe. J'imagine que vous avez l'équivalent aussi. Donc, les enfants ont peut-être pas toujours l'occasion de bouger assez ou Mhm. certains enfants ont des profils différents qui ont besoin de bouger un petit peu plus. Pensons à nos enfants qui ont peut-être un TDAH ou un trouble, de modulation où ils recherchent des sensations. Donc ces enfants-là ont besoin de bouger beaucoup, ont peut-être pas eu cette opportunité-là selon le moment du repas, si Voilà. ça suit un long voyage, en voiture, par exemple. OK. Tu sais, tu me fais penser à la durée pour laquelle l'enfant peut rester assis, en lien avec, sa durée d'attention, de ce qui se passe sur la table puis, de tout gérer, en fait.
Je pense qu'il y a des âges hein, qui existent, Josiane, en termes d'approximation. Ouais. Oui. Oui, parce qu'on n'arrive pas à retracer les normes originales, mais il y a des textes, sur lesquels on est tombé, notamment sur Naître et grandir, où on parle de 2 à 5 minutes par année de vie, puis ça correspond à la durée moyenne de l'attention pour l'enfant. Alors là, on parle du temps que l'enfant peut rester assis attentif à quelque chose qui est peut-être pas dans ses grands intérêts, après qu'il a terminé de manger. Puis là, on parle dans un contexte idéal parce qu'on s'entend, tous les repas ne se ressemblent pas. Oups, ça rime. Mais en fait, il y a des facteurs environnementaux qui peuvent jouer sur le côté tolérance à rester assis. Comme par exemple, je pense à tous les stimuli qui se trouvent là, que ça soit par la conversation, bon, ce qu'on entend, mais ça peut être la lumière, ça peut être le nombre de personnes ou le nombre de choses qu'on voit autour de la table. Ça peut être plein de choses, plein de stimuli, dépendant de la capacité de l'enfant à gérer ça, de son niveau de fatigue, etc. Ça peut varier. Mais oui, l'état du système nerveux, qui est hyper, réactif, Mhm. naturellement plus hyper réactif, s'épuise rapidement avec des stimuli aussi simples que la lumière. Ouais, effectivement. On n'a pas parlé des habitudes, peut-être? Parlons-en des habitudes. Oui. Les habitudes, puis les règles aussi, Mhm. l'organisation de la période du repas, quand le repas est servi, combien de fois peut-être les parents se lèvent pour aller rechercher des choses et tout ça. Donc, plus l'enfant est jeune, plus c'est difficile de saisir qu'il faut rester assis pour le repas quand, on voit un adulte qui, lui, se lève pour une bonne raison, mais cette raison-là n'est pas évidente quand on est tout petit. Mhm. Donc ça serait comme les habitudes, plus, des adultes. Oui, mais il y a aussi les habitudes en lien avec, je vois, je pense à ma boîte de céréales. Ta boîte de céréales, explique-nous ça. Bon, quand j'étais plus petite, pendant mon repas au déjeuner, ben c'était, dans ce temps-là, il y avait pas de téléphone intelligent. Non, mais il y avait des jeux sur les boîtes de Ben, tout à céréales. fait. Fait que là, c'est Ouais. comme c'était intéressant de regarder la boîte de céréales au lieu de faire la conversation avec maman ou quoi que ce soit, ben mon attention était sur la boîte de céréales pendant que je mangeais. Maintenant, je ne sais pas si les enfants ou les adultes font encore ça, mais Beh, j'imagine que, pour certains, avoir un livre ou, une figurine ou quelque chose, ça peut aider à distraire, mais l'idée, c'est que la période du repas devrait être agréable et que, si elle est source de stress, par exemple, c'est le moment où on me rappelle que je dois faire mes devoirs ou que je me fais, peut-être, réprimander pour, quelque chose, mmh heu, ça devient désagréable ou si j'ai pas la capacité de participer, comme on disait tantôt, aux conversations, mh, bien, à ce mmh. moment-là, d'avoir quelque chose qui m'occupe, un peu, ça peut être intéressant parce qu'à un moment donné, quand j'ai fini de manger, le contexte du repas fait qu'on va peut-être me demander de rester plus longtemps jusqu'à temps que tout le monde ait terminé et quand Mmh. je suis enfant, ben ça fait moins de sens si je suis pas impliquée dans la conversation ou Oui, si la conversation n'est pas quelque chose qui, moi, me stimule. fait qu'est-ce qu'on a Ah! parlé de toutes les Ah! hypothèses? Dans les habitudes, j'aimerais ça ajouter la routine, Mmh. d'être conscient de ce qui vient après. Si, par exemple, après la période du repas, c'est quelque chose qui, m'attire beaucoup, par exemple, j'ai une période d'écran ou de télévision, ça peut me donner le goût rapidement de manger puis De de me finir ça lever. vite. Exactement. Mmh. Oui, puis si l'enfant, il était en train de regarder quelque chose sur son écran ou là, il se fait déranger pour, venir manger, ben, peut-être que son engagement ne sera pas aussi bon. Oui, c'est vrai. Ouais. Une autre hypothèse pour l'enfant qui, a la bougeotte sur sa chaise, c'est celui qui, a de la difficulté avec la perception de son corps dans l'espace. Ça va dans le ressenti. Si l'enfant, il y a beaucoup de stimuli auditifs, visuels autour de lui, puis là, il a de la difficulté à la base à bien percevoir son corps, mais ça va être encore plus difficile pour lui de penser que ses fesses sont en train de toucher à la chaise,
puis de rester assis sur la chaise s'il porte attention à plein de choses en même temps. Une autre hypothèse, là, c'est les enfants qui sentent pas bien leur corps dans Mhm. l'espace, hein, Oui. les stimulations qu'on a besoin pour justement que la posture se tienne en place sans qu'on doive y penser. Oui, ben toutes les sensations internes, là, comme la proprioception de où est mon corps dans l'espace, c'est partie de mon corps. Et puis le système vestibulaire qui est dans l'oreille interne qui dit où est ma tête dans l'espace, bien, les deux doivent se connecter ensemble pour avoir comme une posture qui est adéquate à Ouais. où on est assis, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on est assis. Puis en plus, ben, s'il y a des stimuli auditifs, visuels qui se passent autour de l'enfant, ben, sa gestion multisensorielle devient encore plus difficile pour qu'il puisse se situer sur la chaise dans le moment présent. Donc, si je fais un résumé de ça, si l'enfant sent pas sa position de corps dans l'espace, il bouge en compensation pour se sentir plus. Oui, Il ben, active ses muscles, puis il active son système vestibulaire pour avoir de l'information, pour dire: «Je suis où? Je suis où? il Je augmente, suis là». il augmente les stimulations pour plus percevoir. C'est ça. Mhm. OK. On va passer aux stratégies, mais je pense qu'avant qu'on rentre dans les suggestions de Mhm. stratégies, Mhm. C'est quoi une bonne question à se poser? Mais la question la plus importante qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'il y a un impact fonctionnel ou un risque qu'on laisse son enfant bouger pendant qu'il est en train de manger? Parce que si ça l'empêche pas la nutrition ou la motivation à manger, je pense que ça vaut la peine de se questionner si on prend une stratégie ou pas pour changer des choses qui nous dérangent. Est-ce que ça nous dérange de voir un enfant qui bouge pendant qu'il mange? Mais s'il mange tout ce qu'il a à manger et puis si le repas est quand même plaisant, est-ce que c'est juste parce que l'enfant bouge devant nous et qu'on n'est pas capable de le regarder bouger? Oui, c'est ça. Donc, c'est qui a la situation de handicap? Moi, je vais me faire la voix des hypersensibles de ce monde. C'est sûr que quelqu'un qui gigote devant moi, moi, je trouve ça difficile. Ça m'empêche de me concentrer sur ce que je fais, sur mon repas. Donc, moi, ça m'affecte. Mais si je pense strictement à l'enfant, comme tu dis, ce qui est le plus important, c'est de garder un contexte positif autour de l'alimentation Oui, et de la période des repas parce que c'est quelque chose de sacré, si on veut, qui a beaucoup de valeur dans une famille, de passer du temps ensemble en fin de journée. C'est sûr que ce qu'on dit pourrait s'appliquer au déjeuner, au petit déjeuner aussi, mais en parlant des repas familiales, c'est souvent le repas du soir où on souhaite que l'enfant reste plus longtemps ou jusqu'à la fin, entre guillemets, officielle du oui. repas pour tous. Donc, s'il n'y a pas Mais de risque, ce que tu dis, c'est si l'enfant n'est pas à risque de s'étouffer, de tomber, de, ben, il peut y avoir des risques modérés, par contre, OK. qui sont un impact qui n'est pas majeur, mais qui est comme un impact assez important, comme par exemple, si l'enfant est toujours en train de se salir vraiment beaucoup, ou si l'enfant est justement, tu disais, à tomber en bas de sa chaise, mais que ça prend beaucoup de temps avant de finir le repas parce que il bouge tellement que il passe plus de temps Ouais. à se remettre sur la chaise qu'à manger ou la famille désire comme que l'enfant développe certaines habitudes, puis la famille ne sait pas comment instaurer ces habitudes-là pour l'enfant, puis que ça rend l'enfant inconfortable, puis que tout le monde marche sur des œufs, ben là, ça vaut peut-être la peine de nous consulter, les ergothérapeutes, pour voir si les parents sont préoccupés par rapport à certains défis. Oui, l'analyse, de la situation, si on est préoccupé, serait toujours idéal parce que là, on pourrait avoir des stratégies ciblées pour la période du repas, mais en même temps, s'il y a vraiment quelque chose à travailler, on aura un plan d'intervention qui va accompagner l'enfant en fonction de différentes hypothèses. Donc, pour résumer, il y a des choses que je pense qu'on peut tolérer jusqu'à un certain point. Comme tu dis, si on veut pas qu'il se salisse, ben, est-ce qu'on peut avoir un vêtement qui peut être sali, un tablier ou pour l'enfant plus jeune, bon, Ouais. enlever le Ouais, haut. c'est ça. Ouais, Ouais, qu'il y a des choses que l'enfant ne sera pas capable de faire tout de suite, ouais, puis qu'on peut décider qu'on compense. ouais, Mais il y a d'autres choses qui prennent plus de temps à développer. ouais. Puis à ce moment-là, on peut constater que l'enfant a peut-être pas la capacité physique ou cognitive de faire quelque chose quand il est à table,
mais que ça peut prendre du temps à développer, puis ça se développera peut-être pas tout seul. Fait que là, à ce moment-là, c'est là que c'est pertinent peut-être de nous consulter. Le contraire d'une stratégie. Ce qu'on veut éviter, il y a une Ah! chose qu'on veut éviter Ouais. pour garder cette harmonie-là, Mhm. c'est de rappeler à l'enfant souvent de bien s'asseoir. Donc, on veut éviter Ouais. de créer une connotation négative autour du repas à tout prix. Ouais. Donc, Ouais, c'est sûr que assis-toi si on mieux, le lève-toi dit, pas, arrête de gigoter, tout ça, ça va pas dans le sens pour nourrir un meilleur comportement à la table sur le long terme. ouais, tout à fait. OK, ben, on peut commencer par les enfants qui avaient de la difficulté à rester assis ou qui veulent quitter rapidement parce qu'ils manquent de tonus, de contrôle postural, là, tout ce qui est physique. Qu'est-ce qu'on a comme stratégie? Bien, ce qu'on veut d'abord, c'est qu'ils soient dans une installation le plus ergonomique possible. Donc, on veut diminuer l'effort musculaire qui ne serait pas requis parce qu'ils sont mal installés, notamment les pieds appuyés sur quelque chose ou qui touchent par terre. Donc, les règles de base d'ergonomie, mais on veut quand même leur laisser faire face à un juste défi. Donc, OK, il y a tout ce qui touche à l'attention, là, en fonction de l'âge, on en a parlé dans l'autre partie, mais est-ce qu'on peut raccourcir le plus possible la durée du repas assis pour eux? Oui, c'est moins d'effort pour leurs muscles, Oui, moins longtemps. exactement. Mhm. Alors, on peut, heu, les amener à la table au dernier moment, là, une fois que tout est servi. Mhm. Ou si on veut qu'ils soient présents pendant le service, ben, peut-être qu'ils peuvent être debout pendant le service et à la dernière minute, ils s'assoient ou raccourcir la durée du repas total. Parce qu'à quelque part, si possible et approprié, Mhm. hem, si l'enfant, on peut le dire: «Tu restes jusqu'à la fin du repas quand tout le monde a terminé», mais si tout le monde peut s'arranger pour terminer, plus rapidement, ben, c'est plus facile pour l'enfant de rester jusqu'à la fin du repas. Mhm. Une autre stratégie auquel je pense aussi, c'est les coussins d'air qui sont en forme triangulaire. Mmh. Moi, je les trouve bien pratiques pour changer l'angle du bassin parce que les enfants qui ont un manque de contrôle postural, ils vont avoir tendance à soit s'asseoir par en arrière sur leur chaise ou on voit qu'ils ont pas une bonne position là, pour utiliser leurs ustensiles, tout ça. Mais en fait, ils gigotent puis ils changent. Le gigotage, c'est qu'ils changent beaucoup de position parce que les muscles se fatiguent. Fait que là, toi, ton coussin, ça aide à amenuiser le travail musculaire pour rester assis sur les fesses. Bien, il y a 2 éléments du coussin d'air triangulaire. C'est que, premièrement, le fait que ça soit un peu mobile, justement, ça stimule les muscles, la posture, mais l'autre élément, c'est l'angle du bassin. Étant donné que si l'angle du bassin change complètement la posture, puis la posture est vers l'arrière, l'enfant ne sera pas nécessairement bien disposé pour manger. Donc, ça a comme 2 impacts. Aussi, on a parlé, Josiane, des enfants qui percevaient moins leur corps dans l'espace. Donc, si on pense à des stratégies pour eux, Ben, on s'est dit qu'ils bougeaient parce qu'ils veulent plus de sensations dans leurs muscles et au niveau vestibulaire aussi pour se sentir dans l'espace. Donc, si on les nourrit au maximum de ces stimulations-là avant de s'asseoir au repas, on peut s'acheter une période de perception qui va être plus longue au niveau de se sentir dans l'espace. Donc, ça peut ressembler à quoi? Bien, toute routine motrice qui va impliquer, entre autres, des sauts. Des sauts vont aller chercher beaucoup, beaucoup d'informations dans les articulations, puis aussi du vestibulaire. Donc, faire des sauts de lapin pour s'en venir jusqu'au repas ou des allers-retours dans le corridor ou quelques jumping jacks, ça peut être suffisant pour bien partir le repas d'un point de vue perception corporelle. puis aussi en lien avec les enfants là, qui s'assoient un peu à gauche, à droite, à côté de la chaise, en bas de la chaise, les chaises qui ont des appuis-bras de chaque côté, ça limite un peu, puis ça donne plus de repères dans l'espace. On a aussi, tantôt on a parlé des coussins d'air. Dans ce cas aussi, ça peut être utile pour ces enfants-là parce que justement, ça augmente la perception du mouvement, donc plus de sensations de où se trouve leur corps dans Ouais. l'espace. Pour ceux qui savent qu'il existe aussi des coussins ronds qui sont un peu plus mobiles, qui déstabilisent un petit peu plus. Donc, on peut avoir un peu plus de vestibulaire, Mhm. du up and down avec le coussin rond, puis de côté-côté. Mais Oui, là, comme on est en situation d'alimentation, oui. on veut garder le contrôle de nos ustensiles puis de notre bouche. Donc, on veut pas être trop
bouger artificiellement là, par, un coussin rond ou à Ou la rigueur un gros ballon suisse qui ouais, peut non, être ça serait pas une bonne idée parce que ça ouais, l'empêcherait l'enfant de ou un tabouret déstabilisant ouais, ouais, ou ouais, tout ce qui bougerait un peu trop finalement ouais. l'enfant de sa position, là. Oui, parce que ce sont des stratégies qui peuvent être bonnes dans d'autres contextes, par Exactement. exemple les travaux scolaires, Mmh. mais pour le repas, le coussin triangulaire serait peut-être celui-là qui peut avoir un impact sans avoir trop de négatifs là, associés à ça. Et lorsqu'on pense à la perception du corps, la pression profonde aussi peut, aider l'enfant à se sentir plus, dans l'espace. Donc, peluche lestée qui serait, étalé sur les jambes, ça peut être intéressant. Bien sûr, tout est contextuel, si l'enfant joue avec, si elle tombe par terre, puis là, il veut la récupérer ou que, il y a de la nourriture qui risque de tomber dessus, elle va être salie et tout ça, donc c'est pas une bonne idée. Mais selon l'âge et ce qu'on a fait dans notre analyse, pour certains enfants, ça peut être une excellente stratégie de garder cet animal-là sur soi pour, le repas. Ah oui, Josiane, je voulais rajouter quelque chose par rapport au coussin triangulaire. Mmh. Ceux qui ont déjà vu ça, il y a un côté où est-ce qu'il y a, toutes sortes de petites bosses, des petits picots. Pour les enfants qui ont un manque de perception de leur corps, ça peut être intéressant que l'enfant s'assoie les fesses sur ce côté-là pour augmenter sa perception de son corps. Donc, si je résume, il s'assoit sur le côté pas confortable. Oui, ben, c'est ça. Fait que le confort, c'est toujours relatif à la personne, hein? Oui, mais ça sert à ça parce qu'on Ouais. parlait de pression profonde, pour se sentir dans l'espace, mais là, on rajoute du tactile, Mmh. tellement, Ouais. intense Mmh. que tu peux pas oublier où sont tes fesses. Ouais, tout à fait. Bon ajout. Ah oui! Puis Quoi, encore? oui, encore. Ben, pour, les enfants qui aiment la nourriture qui est croquante, comme, les carottes, les céleris, les pommes qui sont croquantes, ben ça offre une certaine résistance, là, au niveau de la mâchoire. Ça leur donne de la proprioception. Ça leur donne aussi Des des informations s informations sur la position du corps dans l'espace. Fait que c'est peut-être une stratégie à essayer aussi. oui, ça peut être, sur la table en tout temps ou être comme l'entrée Ben oui, avant le repas pourquoi pas. principal, Mmh. évidemment pour un enfant qui aime ça. C'est pour ça d'ailleurs que certains enfants utilisent une mâchouille, Mmh. beaucoup, 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 parce qu'ils compensent de cette façon-là à travers la mâchoire, Ouais, beaucoup, leur perception du corps. ouais. Avais-tu d'autres choses à ajouter ou on peut passer à la prochaine section? Non, on peut y aller avec les stratégies pour les enfants qui sont anxieux peut-être. OK, donc anxiété qui serait liée soit à, ce que j'ai vécu pendant ma journée, à ma vie en général ou, À heu, aux en demandes, au repas lui-même, ouais, aux aux demandes qui demandes. sont faites lors du repas. Ouais, soit manger ma nourriture, ça Mmh. me stresse ou soit les conversations me stressent ou, ce qu'on me rappelle de faire me stresse, Mmh. Des heu, sujets pas plaisants. ouais, Mmh. OK, donc rendre les sujets plaisants? Mmh. Ouais, mais ça, c'est la stratégie la plus facile, hein. Ouais. Je pense qu'à moins que l'enfant apporte lui-même un sujet, dans le but de diminuer son anxiété, puis il veut en parler, puis qu'il veut, justement régler quelque chose qui l'inquiète, ben on le propose pas à l'enfant parce que s'il l'aborde pas lui-même, c'est que ça ne tente pas de l'aborder. Ouais, ça serait pour Pendant le repas, au moins. oui, Oui, donc ça serait pour l'enfant dont l'anxiété appartient pas au repas. exact. Donc on veut que l'aspect social du repas soit apaisant pour lui et non stressant. Mmh. Donc, ça peut commencer par s'assurer que l'enfant, s'il aime parler, OK? Parce qu'il y a des enfants qui aiment moins parler. Mmh. Donc, eux, c'est l'inverse. On ne va pas les bombarder. Comment a été ta journée? Qu'est-ce que tu as fait à l'école, à la garderie et tout ça? Si c'est un enfant que ça lui demande de l'effort, Mmh. de participer à la conversation. Ben, ça leur demande de l'effort, Josiane, mais si on donne un support visuel pour, augmenter leur capacité à s'exprimer, d'ancrer ça dans du visuel, soit avec des images ou un crayon ou quelque chose comme ça peut, les Ouais. aider là à communiquer, lors du repas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que certains enfants le font pas, parce qu'ils n'ont pas accès à leur image, mentale. Ça peut les aider. Oui, puis ce qui peut les aider aussi, c'est d'avoir une certaine routine dans les conversations. Donc, si tout le monde va parler de sa journée, ben
On parle Si toujours des mêmes on sujets. parle toujours des mêmes sujets Mmh. et Ça rend ça on prévisible. ouais et Mmh. on peut présenter les questions à l'enfant sous forme davantage fermée, couverte. Mmh. Donc: «As-tu aimé ta journée?» plutôt que «Comment a été ta journée?» Mmh. Si l'enfant est pas, confortable à parler de ses émotions, ça peut être juste des faits. Nomme 3 choses que tu as fait dans ta journée. Oui, Mmh. ou une chose. Ouais. Et pourquoi pas aussi c'est pas quelque chose qu'on fait intuitivement, je pense, toujours avec les tout petits, à moins que ça vienne d'eux, c'est d'amener des questions, des sujets de conversation qui sont en lien avec leurs intérêts. Donc, Ouais, on pourrait parler de Pat' Patrouille ouais, ou de la Reine des Neiges. ouais. Puis de faire un tour de rôle, ben, plus l'enfant est petit, puis Ouais. moins il doit rester à parler longtemps à table, mais plus l'enfant grandit, plus les tours de rôle peuvent augmenter là, en fonction de leur âge. En somme, les sujets de conversation devraient rendre l'enfant confortable, créer une atmosphère positive. On veut que l'anxiété descende pour que ça enlève, le besoin de bouger qui serait lié à ça. Évidemment, tu sais, les sujets là, qu'on n'a peut-être pas le temps d'aborder ailleurs, comme: «Est-ce que tu as fini ton devoir? Oublie pas après le souper, on va étudier tes mots de vocabulaire» ou «Demain, c'est samedi, avant le hockey, là, il faut que tu fasses ta chambre». Donc tous ces sujets-là Mmh. qui sont pas en soi agréables pour l'enfant à recevoir, on peut le faire peut-être après le repas ou avant le repas, mais pas pendant le repas. Mmh. Oui, puis des sources, d'anxiété, là, on a parlé, tout à l'heure, là, des demandes en lien avec la nourriture, mais on n'a pas abordé les demandes en lien avec, les ustensiles, hem, comme par exemple les enfants qui ont un TDC, Mmh. si pour eux, manipuler leurs ustensiles, c'est très demandant, ben, à ce moment-là, peut-être que si on insiste beaucoup et puis qu'on n'a pas trop, d'idées pour rendre ça ludique ou que ça devient comme une grosse pression pour l'enfant, mais ça peut être une source d'anxiété. Donc, bon, la stratégie serait de laisser l'enfant manger comme il est confortable puis de pas trop le Ouais. corriger, mais en attendant peut-être d'avoir, des stratégies ou des moyens, offerts par l'ergo. Ah, tu réfères à un épisode qui s'en vient Ah oui. prochainement où on va voir, justement le développement des habiletés avec les ustensiles Mmh. et là, tu parles de TDC, mais effectivement, si un enfant est encore jeune, c'est encore normal de peut-être utiliser ses mains, Mmh. par moment, surtout pour certaines textures et si on pousse trop, c'est la pression qui va causer de l'anxiété, Ouais, pas ouais, l'expérimentation, les c'est demandes, ça. là, C'est que ça. l'enfant sente n'importe quel Ouais, genre de demande. ouais, Mais, si on continue à parler d'ustensiles, pour l'enfant qui s'ennuie, oui. en fait, et qui Ah, trouve ça ennuyant ou quoi que ce soit, ben, les ustensiles, ça peut être intéressant de les varier ou d'essayer, d'utiliser des baguettes ou, des mini cuillères pour, prolonger la durée du repas, que le repas soit un défi, que ça soit amusant, ludique. OK, donc ça, c'est une astuce, ratoureuse, dans le Mmh. fond, pour l'enfant qui trouve les conversations et la période du repas ennuyante et qui grouille à cause de ça. Mmh. Ça le distrait, donc manger plus lentement, Mmh. un grain de riz à la fois ou avec une mini cuillère, ou Ah, des il va baguettes. Dans le fond, ça étire la période où il va être occupé. si on veut rester dans les idées, ludiques pour, allonger la durée du repas ou faire des interactions, une dynamique intéressante à table, la stratégie de la nappe qu'on peut dessiner comme au restaurant, en fait, ils ont bien compris ça. Ils ont si vous mettez des crayons et un grand papier là, pour tout le monde, garantie que ce ne sera pas juste les enfants qui vont crayonner, puis ça va peut-être créer des conversations agréables. Tu as raison, c'est tellement le fun avec les crayons de cire au Saint-Hubert. Mmh. Moi, j'en demande toujours Oui, pour moi. Les serveurs oui, trouvent ça un petit peu bizarre, oui, mais bon. mais justement, ça aide à distraire l'enfant, le garder occupé, Ouais. puis quand c'est l'ennui qui fait bouger, ouais. Mmh. Puis peut-être que la place où est assis l'enfant va jouer un rôle aussi. Tu sais, Mmh. si le siège des enfants fait face au mur et que
Par exemple, il y a un adulte qui se lève, pour aller, chercher de l'eau ou remplir, puis l'enfant le voit pas. Heu, donc il y a moins de distraction visuelle, si on veut, ou s'il y a une fenêtre, à travers laquelle on peut voir des choses aussi, ben, ça aide à garder l'esprit occupé. En restant sur le sujet là, de l'esprit occupé, tu sais, on a parlé de crayons, tout ça, mais il y en a qui utilisent des iPads pour, comment je Garder pourrais dire? l'esprit occupé. Ah De ouais! se désennuyer à table, tout Ah! ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, Josiane? Ça, c'est le sujet controversé, mais en fait, c'est sûr que ça va marcher. Pour un enfant qui trouve que c'est long puis plate le repas, ça va le garder à table. Il va probablement arrêter de gigoter aussi, mais en même temps, l'objectif, c'est surtout que la période du repas, c'est un beau moment en famille, c'est le moment de faire des interactions. On veut que l'enfant développe aussi ces habiletés sociales-là, de rester à table, d'avoir la patience, de participer à des conversations et en même temps, d'un point de vue alimentation, puis conscience corporelle, ben, toutes les sensations qui viennent avec le repas, là, goûter les goûts, sentir les odeurs, sentir la faim qui diminue, la satiété qui arrive, c'est des bonnes habitudes sensorielles à prendre qui vont servir à l'enfant le restant de la vie. Parce que, hein, quand on s'installe devant Netflix avec un bol de chips, tu sais, on la sent plus, là, la faim, puis la... Non, On sent plus les on chips. sent plus la... Les Non, chips, c'est on mange ça, le sac au complet. c'est ça. Tu sais, je pense que c'est des habitudes importantes de prendre le temps de manger puis d'être en interaction pendant un moment Mhm. de repas. Mhm. Donc, moi, je dirais non au iPad ou allumer la télévision pendant les repas pour adresser ce besoin-là qu'on a comme adulte, que l'enfant bouge un peu moins. Ouais. Il reste un type de défi qu'on n'a pas adressé, c'est celui, heu, du manque de compréhension des règles sociales, de rester assis, d'attendre son tour, de faire la conversation, les habitudes de la famille aussi. Alors, les stratégies qui pourraient aider avec ça, il y aurait quoi? Les scénarios sociaux, hein, c'est comme une histoire qui raconte l'histoire d'un repas, puis Ben, que qui ouais, fait quoi ouais, pendant ce temps-là? ouais. Maman fait ça, moi, je suis supposée faire ça. Ça raconte qu'est-ce qui se passe. Ça raconte qu'est-ce qui se passe, puis ça enseigne en même temps les bonnes, conduites en lien avec ce contexte-là. Ouais. Puis en lien aussi, avec le modèle que les adultes peuvent donner, c'est préférable de pas, si l'enfant est très jeune, de pas avoir à se lever tout le temps pour, aller chercher des choses, pour pas lui faire penser que lui aussi, il peut se lever tout le temps. C'est sûr que quand l'enfant vieillit ou comprend plus cette notion-là, ou si elle a été expliquée avec un scénario social, ça va être plus facile. Mais si l'enfant a de la misère avec ces règles sociales-là, ça vaut peut-être la peine de lui expliquer. Ouais, puis en lien avec les habitudes familiales, ben si on s'habitue que manger, ça se passe toujours à la table, ben ça donne moins le goût à l'enfant de partir avec son bout de pain. Je pense qu'on a parlé des attentes claires en lien avec peut-être ce qui fait du sens pour un enfant en fonction de son âge. Mais ceci dit, on peut l'aider, l'enfant, à ressentir où il en est rendu dans la période du repas avec des repères. Donc, on peut avoir les repères visuels de type time timer Mmh. pour qu'il sache jusqu'à quand il doit rester assis avant de pouvoir quitter. Et il y aurait des repères, ceux-là, on en parle un petit peu moins des fois, musicaux, auditifs. Donc, on met une musique de fond, tout simplement, en arrière-plan, de la petite musique classique ou peu importe. Et c'est le signal que quand la musique est terminée, on peut quitter la table. Ouais. En conclusion, selon l'âge de l'enfant, si on sent que c'est un défi et que ça dérange l'enfant dans son alimentation ou que ça nous dérange, nous, socialement, tous ces mouvements-là, ce qui est intéressant, c'est de faire participer l'enfant à la recherche de solutions. Euh, je remarque que tu bouges beaucoup pendant le repas, on garde la conversation positive et l'amener à pouvoir l'exprimer lui-même.
et à travers ça, développer aussi des habiletés sociales. Donc, qu'ils puissent dire, j'ai vraiment besoin de bouger, j'ai de la difficulté à rester assis tranquille ou à participer aux conversations. Est-ce que je peux quitter la table? Ou est-ce que je peux prendre une pause, aller faire Mmh. un petit quelque chose et revenir tout à l'heure? Donc, que l'enfant devienne conscient de tout ça, participe à la recherche de solutions. Et quand on essaie des stratégies, par exemple une peluche lestée, Mmh. mais que l'enfant le fasse en connaissance de cause. Donc, hey, ça tente-tu? On va essayer d'amener ta peluche lestée au repas pour voir si ça t'aide à être Mmh. plus confortable plutôt que de le faire à son insu. Ouais. Et ce qu'on veut pas faire, c'est penser que c'est de l'opposition ou donc il y a toujours une raison lorsque c'est difficile pour l'enfant. On la cherche et on essaie des solutions et on continue d'écouter Bouger pour grandir pour en savoir encore plus sur le développement moteur de l'enfant et l'approche de l'ergothérapie. Merci Véro, fidèle partenaire de plusieurs épisodes du podcast. C'est l'heure d'aller souper. Bon appétit! Bon appétit! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!